Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir dans Modern Love. Une question, y a-t-il un âge pour jouir? Un spoiler, non. Et une discussion plus fournie avec la psychanalyste Catherine Grangeard. C'est peut-être le symptôme le plus saillant de l'invisibilisation de ceux qu'on appelle pudiquement les seniors, en particulier des femmes de plus de 50 ans. Au cinéma, dans les fictions, elles ne représentent que 8% des protagonistes, alors qu'en France, une femme sur deux a plus de 50 ans. On n'a malheureusement pas attendu la sortie idiote d'un écrivain pour considérer que le corps d'une femme devient exsangue et impraticable avec le temps. Cette disqualification avait déjà lieu au siècle des Lumières. On considérait alors qu'une femme ménopausée développait un certain nombre d'afflictions bien dégueulasses, ulcères, furoncles, vomissements de sang, sans oublier une perte graduelle de la graisse féminine, avec une peau jaune, foncée, rude au toucher, des mamelles inutiles, devenues longues et pendantes. Fin de citation. Un siècle plus tard, les psychiatres décrètent qu'une femme ménopausée va manifester un penchant irrésistible pour les liqueurs fortes, et si elle boit comme un trou, la quinca, c'est sans doute pour oublier, j'ouvre à nouveau les guillemets, la désaffection naturelle du mari ou de l'amant. Pour nous aider à nous affranchir de cette idée tenace que le désir et la désirabilité ont une date de péremption, mon invité dégaine témoignages, chiffres et analyses. On verra avec elle comment on ne naît pas femme mais qu'on le devient et aussi qu'on le reste. Ce sera juste avant d'écouter le réalisateur Alexandre Arcadi citer ce que le jour doit à la nuit de Yasmina Khadra comme son livre d'amour préféré et puis d'entendre Lorraine de Fouché nous conter l'amour et la violence. France Inter. Nadia Dame, Modern Love. Et comme chaque semaine, on essaye de s'extirper ensemble de cette longue plage de désespoir qui est parfois le dimanche soir. Chaque semaine, un auditeur nous confie ce qu'il fait, ce qu'il écoute, ce qu'il lit, ce qu'il regarde, ce qu'il visite, ce qu'il cuisine, pour ne pas s'abîmer dans le blues dominical. Ce soir, la note vocale est signée Sinaël, son mantra anti-spleen, lève-toi et marche. Modern Love. 01 56 40 28 10. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Sinaël et aujourd'hui je vais vous donner mes petits conseils pour lutter contre la morosité de l'hiver, pour lorsque vous avez un petit coup de mou ou pour les dimanches qui sont malheureusement des fois un petit peu trop longs. Donc moi ce que j'aime bien faire le dimanche que je ne faisais pas avant le dimanche j'aimais bien rester sous la couette, ne pas bouger, me dire le dimanche c'est un jour où je fais rien et finalement j'ai décidé de changer cette habitude parce que je me suis rendu compte que c'était pas bon pour moi. Donc maintenant, je m'oblige à sortir me balader malgré le mauvais temps. Je me couvre un petit peu plus et je profite de l'extérieur, de voir un petit peu l'environnement qui m'entoure et je me rends compte que c'est très bénéfique pour moi. Ce que j'aime aussi faire le dimanche, c'est surtout garder un lien social parce qu'en cette période, on a tendance à l'avoir un petit peu délaissé, tout en respectant les distanciations évidemment, mais ça peut même être un appel au téléphone par exemple. Et ça aide beaucoup à se sentir mieux, à se sentir moins seul. Et ce qui est important, moi je trouve, c'est de prendre soin de soi, être à l'écoute de ses envies, de ce qu'on veut, de ce qu'on ressent. Et moi ce que j'aime beaucoup faire aussi, lorsque j'ai un petit coup de mou, que le dimanche c'est un petit peu long, pour bien commencer ma semaine, j'aime bien ranger mon chez-moi, donc ranger mon appartement ou votre maison ou là où vous habitez, pour commencer la semaine vraiment de façon organisée. Parce que sinon, vous allez commencer la semaine avec des préoccupations négatives en vous disant « bah mince, j'ai pas eu le temps de faire ça, il va falloir que je le fasse cette semaine » et vous mettez une pression. Et ça vous permet de commencer la semaine vraiment tranquillement avec des choses qui sont déjà établies et c'est plus facile. Et pourquoi pas aussi se donner des petits objectifs pour votre semaine, donc pas forcément des objectifs professionnels qui vous paraissent insurmontables, mais des petits objectifs personnels, par exemple aller boire un café avec une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps, pourquoi pas aller marcher si vous en ressentez le besoin, des petits objectifs qui vont vous aider à appréhender la semaine avec moins de stress en vous disant bon bah d'accord, cette semaine il faut que je fasse ça, je vais le faire. Et puis vous faites ça chaque dimanche, comme ça chaque dimanche vous reprenez cette petite routine en adoptant des petites choses positives et qui vous permettent après d'aller mieux et que la semaine se passe bien. Donc voilà, j'espère que mes petits conseils vous auront aidé et puis je vous souhaite une très belle semaine pleine de positifs et de bons objectifs.
Et Marie Kondo approuve ce message. Un grand merci à Sinaël pour son énergie communicative. N'hésitez pas vous aussi à partager vos stratégies anti-dimanche noir. Le répondeur 01 56 40 28 10. L'adresse mail, c'est modernlove tout attaché @radiofrance.com. Et pour m'accompagner ce soir, j'accueille Lorraine Defouché, journaliste au quotidien Le Monde. Bonsoir Lorraine. Bonsoir Nadia. Votre chronique S'aimer comme on se quitte, c'est en 3e partie d'émission. Et vos réactions et interventions, c'est quand vous voulez. Bonsoir Catherine Grangeard. Bonsoir. Merci d'être au micro d'Inter ce soir et d'avoir répondu à mon invitation. Vous êtes psychanalyste, psychosociologue. On vous connaît notamment pour vos travaux passionnants sur l'obésité et sur la grossophobie. Et dans la continuité de ces décryptages des normes qui pèsent sur les corps, vous venez de publier chez Larousse « Il n'y a pas d'âge pour jouir, la retraite sexuelle n'aura pas lieu ». Ces normes, justement, ces normes sociales, elles viennent souvent en premier lieu du vocabulaire qu'on emploie que pour désigner un groupe, par exemple, un groupe de personnes. On utilise un tas d'euphémismes, un tas de périphrases pour nommer les plus de 50, 60, 70 ans, on va dire les seniors, les personnes d'un certain âge, les femmes matures, les quinquados, ça c'est un peu nouveau. On est gêné ou à minima un peu emprunté quand on parle de ce qu'on appelle en fait les vieux, tout simplement. Comment est-ce qu'on peut parler exactement de ce groupe humain sans essentialiser et en restituant la singularité des personnes et des histoires ? C'est particulièrement compliqué de parler d'un groupe et de respecter une singularité. Alors vous avez dit senior. Non, je vous supplie, n'employez plus ce terme maintenant que vous avez lu mon bouquin. Ah, je l'emploie à dessein parce que précisément, effectivement, voilà. Vous expliquez à quel point ce mot est inapproprié. Inapproprié. N'importe qui a été se bronzer sur les plages en Espagne. C'est très bien que senior, ça veut dire monsieur. Et donc, lorsque une femme va chercher une carte de réduction à la SNCF, au musée ou n'importe où, et tout d'un coup dit je voudrais une carte senior. Oui, madame. Ça ne va pas. Et non. Vous voyez, ça ne va Seniora, pas. c'est... Pourquoi pas carte plus de 60, puisqu'on dit une carte de moins de 25. Moi, ce que je veux faire entendre, c'est cette surdité collective, ce lapsus collectif, sur le fait qu'on peut employer des mots, des noms, sans s'interroger sur ce qu'ils vont transmettre en association d'idées. Et cette association d'idées est évidemment très pernicieuse, parce qu'en désexualisant un individu, sous prétexte qu'il est arrivé à la soixantaine, en le faisant passer non pas du côté neutre, parce que senior ce n'est pas neutre. Et non, c'est masculin. Voilà. Vous voyez, donc tout d'un coup, une femme n'est plus une femme, y compris pour elle-même si elle ne s'interroge pas. Or, on ne passe pas notre temps à nous interroger sur tout. Donc, moralité, avant, il y avait des cartes vermeilles. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de cartes vermeilles ? Alors, soit on dit carte plus de 60 et qu'on ne nous dise pas « Ah, mais c'est pour ne pas être vexant », mais c'est très vexant puisque de toute manière, quand vous demandez une carte senior, tout le monde sait que vous avez plus de tel âge. Je me demande dans la tête de quelle personne du marketing est venue cette idée de senior. Donc, pour moi, tout ça, c'est extrêmement grave. Alors, quand on va parler d'un groupe, on a du mal à individualiser. C'est logique. Alors, il y a effectivement le problème des mots, mais il y a aussi un questionnement à avoir sur les images. J'évoquais dans mon introduction la question du cinéma, la question des représentations. En France, une femme adulte sur 2 a plus de 50 ans, et pourtant cette femme-là, cette Française sur 2, elle est quasiment absente des écrans, et les comédiennes de cet âge-là, d'ailleurs, elles décrivent assez bien ce qu'elles décrivent comme un tunnel. Comment est-ce que vous expliquez cet effacement, et en quoi est-ce que c'est pas simplement le problème du cinéma, du 7e art ? En quoi est-ce que c'est pas si anecdotique que ça ? Ça n'a rien d'anecdotique, effectivement. Si les femmes sont rapportées à quelque chose qui est de l'attirance sexuelle pour des hommes, on comprend très bien que vu l'image associée des plus de 60 qui deviennent des seniors, qui ne sont plus considérés comme femmes, etc., etc., il y a un effacement. Il y a de toute manière une seule image de corps désirable chez les femmes. Elle est jeune, mince, tonique, ferme. Tonique, ferme. Tonique.
oui. Donc effectivement, à partir d'un certain âge, c'est biologique. Il y a des muscles qui vont fondre. Donc vous voyez, les comédiennes ne vont pas être à l'écran l'image associée à la désirabilité sexuelle, mais elles vont être des grands-mères, des mères. Alors pour rester sur cette question du cinéma, justement, l'autre phénomène intéressant, c'est que la réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire que non seulement les acteurs masculins en France ne subissent pas le même traitement, les scénarios font vraiment de la place aux acteurs de 50, 60, 70 ans, mais en plus, dans un film, quand ils ont une relation avec une femme, c'est généralement un personnage incarné par une actrice de 10, 20, voire 30 ans, sa cadette. Pourquoi la réciproque n'est pas vraie? Parce que, en effet, on voit rarement une actrice de 50 ans avec un acteur de 30 ans, ou alors c'est scénarisé. On va parler de MILF, on va parler de cougar, c'est jamais quelque chose de très ni normal, ni gratifiant. Comment vous l'expliquez? C'est terrible. Les liens entre le cinéma et la société sont absolument serrés. Donc les stéréotypes d'une société se retrouvent sur les écrans. Ou l'inverse, les stéréotypes des écrans vont renforcer ou diminuer, ça c'est la note d'espoir, les stéréotypes. Donc si vous voulez, on peut vraiment voir que les hommes ont un décalage d'âge tout à fait toléré avec les femmes pour la raison précédente énoncée, à savoir que la femme désirable, elle est jeune, ferme, tonique, etc., etc., etc. J'ai appris récemment que le site Disons Demain, qui concerne des rencontres de plus de 50 ans, site de rencontres amoureuses, vous voulez dire? Oui, a énormément de mal à trouver des hommes qui s'y inscrirait. Alors que d'habitude, ce gap dans les sites de rencontres est à l'inverse. Il y a plus d'hommes qui s'inscrivent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour des rencontres un peu de projet, qui ne soient pas juste un truc d'un soir, eh bien, les hommes n'ont pas envie d'être avec des femmes qui auraient plus de 50 ans. En revanche, sur le site Glidden, là, c'est les trucs extra. Pour les infidèles. Voilà, les relations extra-conjugales. Là, eh bien, moi j'ai plein de patientes qui me racontent qu'elles ont énormément de demandes. Donc vous voyez, on voit bien, voilà, on voit bien où on en est dans notre société avec les relations amoureuses, les rencontres entre hommes et femmes de plus d'un certain âge. Je citais, sans le nommer, l'écrivain Yann Moix, puisqu'il faut bien dire de qui on parle, et donc ses déclarations sur les femmes de plus de 50 ans, c'était dans le magazine Marie-Claire l'an dernier. C'est d'ailleurs une des raisons qui vous a donné envie d'écrire ce livre. Il décrivait, pour mémoire, les femmes de 50 ans et plus comme invisibles sexuellement, et puis plein d'autres amabilités. Pour se défendre face au tollé légitime que ça avait suscité, il avait expliqué qu'en fait, il disait tout haut ce que beaucoup d'hommes pensaient tout bas. Est-ce qu'il y a du vrai quand il dit qu'il n'est pas insultant, mais simplement plus honnête? Oui, sur ce coup-là, Yann Moix, en général je dis Monsieur Moi. C'est pas mal. A raison. Il a dit tout haut ce qui, dans la société, traîne. On l'a vu avec les films dans votre question précédente. Mais là où il y a un sacré problème, et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire ce livre, finalement pour creuser la gravité de tels propos, c'est que dans la société se répète ensuite partout, dans l'atelier, au bureau, ou voir dans les familles, ce que des personnes qui ont le pouvoir des médias vont dire. Et donc, prononcer sans assumer ensuite des vraies responsabilités. Parce que moi, je rêve d'un débat avec Monsieur Yann Moix, où on irait dans les questions de fond. Est-ce que le désir se commande? Ou est-ce qu'il subit quelque chose qui vient du social, qui vient des stéréotypes? Est-ce que nous n'avons pas toutes et tous introjecté un certain nombre de normes intériorisées? Ouais. Je dis introjecté, vous voyez, c'est comme une piqûre. Un certain nombre de normes sociales intentées dans une société donnée. Et il s'avère que oui, bien sûr. Donc, l'invisibilité sexuelle des femmes de plus de 50 ans décrétée par un monsieur qui dit qu'il énonce tout haut ce que d'autres et beaucoup pensent tout bas,
ça pose problème parce qu'il se permet de justifier. Il ne va pas dénoncer des idées reçues. Il est dans un conformisme le plus absolu. Et ça, c'est vraiment hyper grave. Et c'est pour ça qu'il n'a pas la paternité de mon bouquin. On l'a pas fait ensemble. On l'a pas fait à deux. Mais il m'a donné l'occasion de creuser quelque chose, et je pense que je le restitue à d'autres personnes qui vont ensuite s'en saisir là où elles en sont dans leur vie. Je voudrais quand même qu'on se souvienne ensemble des nombreuses réactions que les propos de Yann Moix avaient suscitées, en particulier de celles qui étaient visées, en l'occurrence les femmes de 50 ans ou plus. Il y a beaucoup de femmes qui avaient publié, notamment sur Instagram, des photos d'elles, des photos de leur corps, des photos de leurs fesses, des photos de leurs seins, pour le détromper. Des femmes qui donc, de leur propre aveu, se trouvaient bien conservées pour leur âge. Est-ce que c'est pas formidablement contre-productif de dire à un homme qu'on se fiche de son avis, tout en soumettant sa plastique, son corps, à sa validation? Regarde comme je suis ferme, regarde comme je suis belle, regarde comme j'ai peu de rides. C'était assez étrange à observer, assez dérangeant. Il y a eu des tas de réactions. Et moi, certaines m'ont fait énormément rire. Je vais vous en citer une, si vous voulez. Une femme dit « Chic Yann, j'ai encore 3 mois ». Magnifique. Pour te choper, donc. Voilà, c'était ça le sous-entendu. Ouais. Et donc, c'est extraordinaire. Oui, vous savez, chacune, finalement, il y en a qui se sont montrées en photo pour faire admirer leur plastique. Il y en a d'autres qui ont fait de l'humour. Il y en a des troisièmes qui ont piqué une gueulante. Je pense à Sophie Fontanelle, par exemple. Oui. Mais tout ça, finalement, ça fait un tout. Et c'est ça que j'ai adoré. Vous voyez, adoré. Moi, la seule crainte, je me suis dit, oh mince, mais dans 15 jours, c'est fini. Parce que tout ça, c'est du buzz. Parce que moi, j'ai eu envie de faire un truc de fond. Mais j'ai adoré toutes ces réactions, même celles qui me paraissent un petit peu curieuses, comme vous les avez dénoncées. Mais finalement, c'est ça qui est intéressant. Elles ont fait corps, d'une certaine manière, contre Yann Moix. Mais elles ont fait corps avec leur singularité. Ouais. C'est ça que je trouve magnifique. Alors, Catherine Grangère, cette vision déformée et même déformante qu'on a du corps des femmes, c'est aussi lié à un phénomène biologique qui concernera la moitié de l'humanité, dont on parle peu ou mal. Vous en parlez longuement et largement dans votre livre. C'est la ménopause. Avec ce constat que vous faites, l'arrêt des règles, c'est encore plus tabou que l'arrivée des règles elles-mêmes. J'ai cité tout à l'heure des croyances des siècles derniers. Quelle crainte, quel fantasme est-ce que ça charrie la ménopause des femmes? Et d'où est-ce que ça vient, cette construction, cette idée qui associe ménopause et dégradation physique, mais pas que d'ailleurs? Alors, lorsque dans une société on mourait à 55 ans, évidemment, c'était la fin de la vie. Aujourd'hui, la moyenne d'âge des décès, c'est à peu près 86. Donc, du coup, quelque chose ne tient plus. Les associations ménopause et sécheresse vaginale et sécheresse de la peau et tout un tas de trucs absolument atroces, il n'y a pas que du faux. Évidemment qu'il y a du corps. Il y a des femmes qui sont concernées par ça. Mais bien sûr, la mauvaise humeur, évidemment. La mauvaise humeur. Vous savez, les règles. Vous avez vos règles, vous êtes de mauvais poil, vous les avez plus, vous êtes de toute manière de mauvais poil. Vous pouvez pas être juste de mauvais poil parce qu'on vous a vraiment gonflé, là, avec des remarques stupides. T'as tes règles. Voilà, règles, exactement. Une femme est en donc, colère. Là, il y a quelque chose avec les règles des femmes extraordinaires. Tu les as, ça va pas, tu les as plus, ça ne va toujours pas. Donc, nous avons vraiment un problème là-dessus. Donc, psychiquement, il y a une réalité. Plus on va vous dire, tu vas avoir 50 ans, mais attention, la ménopause, des médecins vous disent, est-ce que vous voulez des TSH, des traitements substitutifs hormonaux? Mais pourquoi? Avec des effets graves, d'ailleurs. Très graves, extrêmement graves. Mais pourquoi est-ce qu'on va anticiper une maladie? Donc on dit aux femmes qu'elles sont malades de vieillir, en quelque sorte. La ménopause, Catherine Grangère, c'est l'arrêt des règles, mais c'est aussi l'arrêt de l'ovulation et donc de la fécondité. Il y a un article qui a été publié dans le journal Le Monde il y a quelques jours sur la ménopause. J'ai lu cet article avec attention et j'ai relevé cette phrase d'une femme qui témoigne. « Fini la peur de tomber enceinte, ça revient un peu à vivre comme un homme. » Ce sont les mots de Christine, elle a 58 ans et elle s'en amuse. Et c'est vrai que le désir, l'activité sexuelle sans entrave, sans contrôle de la fertilité, c'est l'affaire des hommes, la plupart du temps en tout cas. Des femmes qui ont une sexualité non reproductive, ça dérange. Est-ce que ça explique cette disqualification des femmes de 50 ans et plus? Vous vous rendez compte? Toutes les sociétés passent leur temps
à essayer de dominer la sexualité des femmes. Alors, tout d'un coup, elles vont avoir une sexualité tout à fait émancipées parce qu'elles ont déjà une grande pratique derrière elles et plus du tout besoin de faire des contraceptions, plus du tout besoin de se protéger d'une façon ou d'une autre. Donc elles sont débarrassées d'une certaine manière. Voilà. Alors, de nouveau, associer cette sexualité à quelque chose qui serait moins bien. J'ai parlé de sécheresse vaginale. Mais en fait, tout ceci, ce sont des stéréotypes que nous aurons introjecté, comme je l'ai dit tout à l'heure, tellement fort que même les femmes vont se dire je déserte ce terrain parce que mon corps n'est plus assez ceci, n'est plus assez cela. Est-ce que moi, j'ai envie de déserter le terrain de la sexualité? Si j'ai envie, je fais. On va poursuivre cet échange, Catherine Grangère, juste après Comme une voiture volée de Benjamin Violet, un quasi-quinquat, tiens. Alors, au menu, s'affranchir des dictates de l'âge, jouir et se réjouir. France Inter, moderne, love. Nadia Dame. Catherine Grangère, on a beaucoup parlé du regard qui est posé sur les femmes, sur les plus de 50-60 ans, par elles-mêmes et par les autres. La question du désir, elle est éminemment complexe, elle est essentielle, tout vient de là, et peut-être que tout s'arrête là, parfois. Au fond, on peut se dire, c'est la question que je me posais en lisant votre livre, que même si beaucoup de femmes veulent continuer à être désirables, veulent continuer à désirer, veulent continuer à avoir une activité sexuelle, il y a aussi des femmes qui, justement, attendent impatiemment de vieillir pour sortir de ça, pour sortir du marché, de la séduction, de la soumission au désir de l'autre, qui disent moi j'ai déjà donné, en fait foutez-moi la paix, je sors de tout ça. Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui disent, qui expriment ça? Bien sûr, bien sûr. Il y en a une que j'ai nommée Isabelle dans ce livre qui dit ouf, ça y est, c'est terminé. Mais ce sont quand même des femmes qui n'ont pas eu au cours de leur vie sexuelle une satisfaction. Parce que quand on a une satisfaction, on ne dit pas ouf, ça y est, c'est terminé. Donc moi, j'interroge plutôt le fait d'avoir passé tant d'années à avoir des rapports sexuels sans intérêt. Et c'est peut-être ça que j'essaie avec mes patientes et mes patients de travailler et de dépasser. Lorraine, ça vous pose un problème aussi, je crois. Ouais, moi c'est une question qui m'a frappée quand on parle de sexualité, c'est sur l'idée d'un droit au bon sexe qui pourrait presque être un droit citoyen premier, parce que quand on pense aux personnes très âgées qui sont dans les EHPAD, qui on dénie toute idée qu'ils puissent avoir une sexualité, ou même les personnes handicapées, pareil, on leur nie l'idée qu'ils puissent avoir une sexualité. En leur niant l'accès à la sexualité, on leur nie en fait le droit à être des humains pleins, entiers, constitués. Donc est-ce que justement c'est tout ça, sans vouloir dire que tout est politique, mais là on est sur un sujet qui l'est un petit peu forcément. Complètement. Et ma réaction à l'invisibilité sexuelle décrétée par qui vous savez depuis le début de l'émission, c'est ça. C'est de dénier une partie d'humanité à quelqu'un. Et que ce soit une personne très âgée, que ce soit une personne handicapée, ou que ce soit une femme qui a plus de 50 ans parce qu'elle ne rentre pas dans les critères, ou une moche. Parce que il y a aussi tout un tas de personnes qui, jeunes, ont une misère sexuelle. Or, ce mot serait associé uniquement aux hommes, quand on entend misère sexuelle. Donc moi, là, tout ça, ça m'interroge énormément. Lorsqu'on parle d'assistance sexuelle pour les personnes handicapées, comme c'est curieux, c'est toujours un masculin qu'on voit qu'il aurait droit ou qu'il pourrait, etc. Tout ça, ça me dérange beaucoup, beaucoup. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'obligation à vivre une sexualité épanouie, il y a juste une possibilité. Et si cette possibilité ne concerne que la moitié de l'humanité, ça pose vraiment, vraiment problème. Et c'est là où on peut se dire qu'en bougeant, mais des deux pieds, un peu sur le social, un peu sur l'individu, on fait avancer beaucoup plus vite qu'en sautillant sur un seul pied. Catherine Grangère, justement, à ce propos, vous citez dans le livre des chiffres qui montrent que les femmes qui désertent, qui sortent de la sexualité, celles dont on parlait, elles le font aussi parce que leur partenaire masculin, et là on parle de relations hétérosexuelles, parce que leur homme, leur compagnon, devient moins performant, parce que biologiquement, il y a des dysfonctionnements érectiles. Pour dire les choses simplement, l'homme finit par bander moins ou par bander mou. D'où d'ailleurs l'industrie du Viagra, on pourra en parler. Mais la logique, c'est que donc la vie sexuelle des femmes, elle dépendrait de la vigueur de leur partenaire.
si... Comment on s'émancipe de ça déjà? Est-ce que c'est vrai? Et comment on s'émancipe de ça? Des femmes qui sortent de la sexualité, non pas par rapport à leur désir ou à leur corps, mais par rapport au corps de l'autre, de leur partenaire. Je ris parce que je suis restée sur le Viagra dans votre question. Allons-y aussi. Si on vend autant de Viagra, est-ce qu'on s'interroge pourquoi? Parce que si on s'interroge pourquoi, la réponse est parce qu'il y a des problèmes d'érection chez les hommes. Et que plus on vieillit, plus il y en a. Donc, effectivement, oublier cette donnée de la question dans l'hétérosexualité, c'est pas banal. Pourquoi est-ce que les femmes, dans leur couple hétérosexuel, ont une répercussion sur la façon dont l'homme a une vigueur dans l'érection? Eh bien, pour moi, ça me semble évident tant que la relation sexuelle est basée vraiment sur la pénétration. Donc, du coup, leur degré de satisfaction va dépendre de cette compétence masculine. Mais ce sur quoi je voudrais encore plus insister, c'est que vraiment, il y a des femmes qui disent « Ah bah ça m'intéresse moins » parce qu'elles y trouvent moins de satisfaction en raison de leur partenaire. Et c'est ça qu'on oublie vraiment quand on voit la consommation de Viagra. Donc, ensuite, elles arrivent dans les cabinets en disant j'ai beaucoup moins de libido. C'est peut-être surtout j'ai beaucoup moins de satisfaction. Alors la sexualité, la vie sexuelle des femmes à partir d'un certain âge, ça fait l'objet d'un documentaire absolument admirable qui a été diffusé sur France 2 dans l'émission Infrarouge. Il a été réalisé par Blandine Grosjean. L'une des femmes qui témoigne à ce sujet évoque cette question du désir et du changement de paradigme que l'âge peut justement susciter. On l'écoute. On met les femmes dans des cases, elle est baisable, elle est ménopausée, elle est machin, mais à nous de changer le truc, c'est-à-dire d'inverser, quoi. Je sais ce que je veux et ce que je ne veux pas, même dans ma séduction ou dans ma sexualité. Et c'est pour ça que je trouve que je positive pas pour positiver, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment ce que je vis, quoi. Il y a plein de portes qui se sont ouvertes pour moi à 50 ans, quoi. Alors, quelle porte est-ce qu'on peut ouvrir? Cette femme qu'on vient d'entendre, elle disait également dans le documentaire qu'elle ne s'est jamais sentie aussi bien dans son corps, dans sa vie, dans son rapport avec les autres, dans son rapport avec ses enfants, qu'elle s'est en tout cas jamais sentie aussi épanouie sexuellement, en tout cas avec la possibilité d'être épanouie sexuellement. Et c'est justement à cet âge-là qu'on lui dit « non, c'est fini pour toi ». Manque de chance. Oui. Non, mais il y a une absurdité totale, en fait, finalement. C'est que, en effet, toutes les études montrent que les femmes, à 50, 60 ans, elles savent exactement ce qui leur fait du bien. Sexuellement, j'entends. Eh bien, si on part du désir de la femme, on est dans une situation d'épanouissement les années passant. Si on part d'objets sexuels, on est dans le mouvement contraire par rapport aux normes dominantes. Tout ça est dans la même phrase. Donc, il y a un paradoxe et quelque chose d'absolument intenable. Alors, les femmes qui arrivent à affirmer que c'est comme ça qu'elles désirent, évidemment, elles vont beaucoup mieux que celles qui sont encore soumises. Et il y a besoin de sortir aussi de quelque chose qui est victimisant. Et ce témoignage est passionnant parce qu'elle le dit, si on reste du côté des victimes, si on attend qu'on s'intéresse à nous, eh bien, c'est foutu. Donc, ça entérine le fait que plus, au fur et à mesure des années, et pas simplement à 50 ans, mais depuis bien longtemps, depuis belle lurette, les femmes, les hommes se sont interrogés sur pourquoi ils vivent comme ça. Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Plus il y a eu d'exigences et de revendications, eh bien mieux on arrive à la cinquantaine. Lorraine? Moi, vous entendre, ça me fait penser à une phrase qu'on a beaucoup vue et surtout lue, taguée sur les murs. Il y a souvent écrit « Protégez vos filles », puis c'est barré, et il y a écrit « Éduquez vos fils ». Là, je trouve qu'avec cet extrait de documentaire qu'on écoute et la discussion qu'on a, on est encore sur une réflexion de femmes qui doivent se libérer de leur statut de victime. Mais en fait, les femmes, c'est finalement pas tant leur problème que ça, c'est-à-dire qu'elles font comme elles peuvent avec leurs impératifs biologiques et leurs attendus sociaux. Il y a surtout un vrai travail de déconstruction masculine à faire. Mais oui, Lorraine, Catherine Roger. Mais absolument, mais évidemment. Puisqu'il n'y a pas dans notre société deux territoires.
celui des femmes, celui des hommes. Non. Dans l'hétérosexualité, ces braves gens se rencontrent. Lorsque nous avons des enfants, nous éduquons des fils et des filles. Donc tout ceci est sur le même bateau et nous avons tout autant à essayer que nos filles ne rencontrent pas de situations problématiques, que nos fils ne soient pas dans des relations de domination. Parce qu'au fond, le problème de l'hétérosexualité, ce n'est que la domination. C'est au travers de la domination qu'il y a quelque chose qui dérape. C'est pas que les garçons ou les filles aient raison ou aient tort, c'est qu'il y a quelque chose dans notre système qui est dominant du côté masculin. Et c'est pour ça qu'il faut éduquer les fils. C'est pour ça qu'il faut qu'on éduque nos compagnons quand on est beaucoup plus âgé. C'est pour ça que nous n'avons pas d'un côté à ignorer. Vous voyez, ce livre, il est fait pour les hommes et les femmes. C'est pas pour les femmes seulement. C'est quelque chose qui doit être travaillé, interrogé, déconstruit globalement pour qu'il y ait un mode de vie qui puisse être tolérable pour les deux. Catherine Grangère, je voudrais revenir sur ce que vous aviez évoqué tout à l'heure sur les sites de rencontres pour seniors. Pardon, je sais que vous détestez le mot, mais je voudrais citer à ce propos justement de ces sites-là ce qu'écrit l'écrivaine Camille Laurence dans son roman qui est paru chez Gallimard en 2016 qui s'appelle Celle que vous croyez. Je vais vous la citer. La différence, c'est que tous les hommes ont un avenir, toujours. Les hommes meurent plus jeunes, peut-être, mais ils vivent plus longtemps. J'ai lu que sur les sites de rencontres, les femmes de 49 ans ont en moyenne 40 visites par semaine. À 50 ans, elles n'en ont plus que 3. Du jour au lendemain, elles sont impropres à la consommation. C'est dur à lire et à entendre. Parce que on limite les gens à un chiffre. 40, 50. Le symbole, donc. On met des gens dans les cases. Et le chiffre, vous voyez, moi qui ai beaucoup travaillé sur l'obésité, c'est le kilo, c'est l'IMC, c'est l'âge. L'indice de masse corporelle. Comme si on découpait les gens comme des tranches de saucisson. Or, la globalité d'un individu, c'est ça qui compte. Moi, je crois pas qu'on couche avec des bouts de corps, mais avec un individu. Et donc, ce que dit Camille Laurence, c'est parce que les gens n'ont pas des rapports sexuels entre individus, entre sujets de désir, mais avec des objets. Et les femmes sont objetisées. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu passes dans la cinquantaine, eh bien, il y a quelque chose qui est absolument déprimant. D'ailleurs, vous allez dans un magasin pour acheter une crème, vous achetez une crème anti-âge. C'est pas une crème joli teint, bonne mine. C'est anti-âge. Comment veux-tu, à un moment donné, ne pas flipper de passer du côté de la cinquantaine? C'est la guerre contre la cinquantaine ou la soixantaine. Vieillir, c'est l'horreur. Et donc c'est une terreur pour les jeunes et les hommes. Comme on a vu qu'ils avaient de nombreuses pannes, ils imaginent qu'ils vont se relancer avec des jeunes. Vous voyez, il y a aussi un truc un peu vampire. C'est aspirer la jeunesse de l'autre. Eh ben, Inch'Allah, Catherine Grangère, je vous garde avec nous. On retrouve Lorraine de Fouché, son S'aimer comme on se quitte. C'est juste après un titre de la playlist d'Inter. On écoute Georgia Smith et Popcan, Come Over. France Inter, Modern Love. Modern Love et S'aimer comme on se quitte. Lorraine de Fouché, c'est le titre de la rubrique que vous avez créée dans le journal Le Monde et que vous proposez chaque semaine dans cette émission. Le récit du jour de la rencontre, puis du jour de la rupture d'un couple d'amoureux. On ne sait jamais rien de ce qui s'est passé entre ces deux dates. Assez souvent, on le devine. Et ce soir, vous nous parlez de l'histoire d'Alice, 42 ans. Une histoire qui commence à l'époque des chatrooms sur Wanadoo. J'ai honte de dire, mais j'ai connu cette époque. Allez-y. Oui, ça arrive pas souvent de prononcer le mot Wanadoo à l'antenne de France Inter. En 2020. C'est ça. L'histoire d'Alice commence, elle a perdu son premier poste, donc elle était dans un cabinet, elle est très triste, elle perd du poids, des cheveux. Pour s'occuper, elle va acheter un ordinateur qui va prendre presque toute la place de son petit studio. Donc c'est vraiment époque début 2000, donc la grosse tour, le gros clavier et la connexion Wanadoo. Limite, on entend le bruit du modem qui se connecte. Sur Wanadoo, il y a un chat qui est ouvert à tous, où il y a pas, c'est une forme de pré-site de rencontre.
Et là-dedans, elle va interagir avec un internaute qui s'appelle Bulle de Savon. Et donc, Bulle de Savon, ils vont passer la nuit à s'écrire, ça va être génial. Et avec cette magie qui peut se mettre en place quand on parle à un inconnu et qu'on lui dit ce qu'on n'ose jamais dire aux personnes dont on est proche. Donc, Bulle de Savon, ils vont décider le lendemain d'aller prendre un café dans un café chic. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alice, elle vient de Sarcelles. Elle est noire. Elle a grandi donc vraiment dans une banlieue pourrie. Et elle a un rapport à son corps un peu compliqué. Elle va à ce rendez-vous qui est quand même censé être un rendez-vous un peu amoureux. Elle y va dans un jogging trop grand, qui est le jogging de son cousin qui fait 1m80. Elle a une casquette sur ses cheveux. Enfin, il y a une espèce de choc de culture parce que lui, en face, le fameux Bulle de Savon, il est blanc, comme on peut être blond. Elle explique qu'il Ce ressemble... sont ces mots à elle. Blanc Voilà. comme à la télé et blanc comme on peut être blond. C'est ça. Il ressemble à Dylan de Beverly Hills. Enfin, vraiment, il est petit bourgeois, propre, bien intégré, au même titre que elle est beaucoup plus rugueuse, fille de femme de ménage et de banlieue. Ils sont pas sur la même planète, mais elle va quand même un peu flasher et à l'issue du rendez-vous, ils vont se retrouver à se dire au revoir sur le quai du métro. Elle va l'alpaguer, elle va l'embrasser. Donc ça, c'est pour le deuxième jour. Le dernier jour, Voilà. plutôt, lui, s'ouvre au guichet d'une banque, mais pour clôturer un compte commun. Et voilà, comme cette chronique l'indique, et à chaque fois j'ai presque envie de m'en excuser auprès de l'auditeur que malheureusement c'est encore raté. Donc cette fois-ci, ça se termine dans une banque où ils clôturent leur compte commun. Leur relation a fonctionné, mais pas tant. Il y a eu une demande, il l'a trompée, elle est partie. Pour la rattraper, il l'a demandé en mariage, il a acheté une bague, ils se sont fiancés, puis il l'a retrompée. Ça a été très compliqué. Elle a fini par décider d'arrêter. Donc ça, c'est le dernier jour. Mais moi, cette histoire, elle m'a surtout fait penser à ce qu'il y a dans mes livres préférés, c'est parler de Martin Eden. De Jack London, parce que c'est une affaire de désenchantement, et notamment le désenchantement face à la bourgeoisie, à ce qu'on imaginait de raffinement, de curiosité. Voilà, ce qu'Alice, en tout cas, imaginait de ce garçon-là, voilà. Parce qu'il était issu d'un milieu en particulier. C'est ça. Il y a, en fait, dans Jack London, il n'y a pas l'enjeu de couleur de peau, mais il y a cette figure, en fait, de fortes différences d'extraction sociale. Donc entre Alice et son compagnon. Dans Jack London, c'est l'histoire d'un marin qui va défendre quelqu'un dans une bagarre sur le port d'Auckland. Donc on est dans la baie de San Francisco en Californie. La personne qui défend va vouloir le récompenser, va l'inviter à dîner chez lui. Il appartient à la haute bourgeoisie et là, le héros donc va rencontrer la fameuse Ruth qu'il va trouver superbe et dont il va immédiatement tomber amoureux. Et il va se mettre en tête de vouloir conquérir l'amour de Ruth, alors que lui, il vient vraiment d'un milieu hyper pauvre, il est marin, il a les mains calleuses, mais il va vouloir devenir écrivain, avec ce truc de se sublimer par amour pour Ruth. Donc, va y avoir tout un tas de péripéties, ça va être très très dur au début, il va vraiment galérer, il va écrire à tous les journaux, personne va lui répondre, enfin, il va vraiment mener une existence minable, et Ruth va se désespérer que elle est aussi amoureuse de lui, mais il y a un problème social parce qu'elle peut pas l'assumer. Et donc l'histoire va se déployer comme ça, et c'est une histoire qui est très puissante parce que finalement il va finir par rencontrer le succès à un moment où Ruth l'avait un peu abandonné, parce que Ruth, elle va vraiment le tanner pour qu'il change de métier, qu'il arrête de vouloir être écrivain. Elle dit mais deviens travaille dans un cabinet de notaire comme mon père. Lui, il veut être écrivain. Et ça va donner lieu à un échange que je vais vous lire parce que je le trouve très beau de ce que ça dit de l'amour dans un couple. On est à la fin du livre où lui a eu beaucoup de succès, ils sont séparés, et Ruth, comme il a eu du succès, elle essaye de le récupérer. Et donc lui, il est très fâché de l'hypocrisie de ça, de celle qui l'a abandonné quand il était pauvre. Et donc Ruth va dire « Je pensais bien faire », protesta-t-elle. « Vous le savez, je n'aurais pas pu vous aimer si je n'avais pas voulu votre bien. » Et Jack London répond « C'est vrai, mais vous étiez prête à me détruire au nom de votre idée de ce qu'était mon bien. Si. » Elle n'eut pas le temps de répliquer « Vous auriez détruit ma littérature, ma carrière. Je suis un réaliste par nature, et l'esprit bourgeois exècre le réalisme. La bourgeoisie est timorée, elle a peur de la vie. Vous avez tout fait pour m'inspirer cette peur. Vous m'auriez fait rentrer dans la norme, vous m'auriez serré dans le petit tiroir de votre bonheur du jour, où toutes les valeurs de la vie sont dépourvues de réalité, factices,
vulgaire. Catherine Grangère, je vous vois prendre des notes et hausser plein de sourcils depuis le début de la prise de parole de Lorraine. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire et le principe même de sa rubrique, le premier jour et le dernier jour d'une histoire d'amour? J'ai passé mon bac à Sarcelles. Vous n'avez pas aimé le banlieue pourri de Lorraine, peut-être ça? Alors, sarcelloise, sarcelloise. Je précise que Lorraine reprenait les mots de la personne qui s'était confiée. Bien, je peux dire que j'adore votre rubrique que je lis dans Le Monde. Bien sûr que les normes vont rendre les gens timorés. Bien sûr que les normes, mais pas simplement celles de la bourgeoisie. Le dogmatisme rend les gens timorés. Et récemment, on m'a dit, je disais comment être femme sans être féministe. Un homme me répond, oui, mais comment rester femme libre en étant féministe? Vous voyez, tous les dogmatismes sont à interroger. Toutes les pensées binaires sont à interroger. Alors, cet extrait que je trouve passionnant nous montre que nous-mêmes, nous avons à nous interroger lorsqu'on marche d'un seul pas, lorsqu'on suit une ligne directrice, lorsqu'on est dans quelque chose qui oublie les singularités. À chaque fois qu'on rentre avec une idée qui n'est pas appropriée à une situation aux individus dans cette situation. Peut-être deux si c'est une histoire de couple, mais peut-être plus lorsque ça n'est pas une histoire de couple, par exemple une famille, etc. Lorsque on pense plus avec des idées qu'avec les rendre justes à l'égard de la situation qu'on est en train de juger et de réfléchir. Et c'est pour ça que moi je me battrai toujours pour que on perde de temps en temps nos référents, qu'on les interroge, qu'on ne soit pas emprisonné, voyez, emprisonné parce que on sait, parce qu'on a appris, qu'on soit toujours capable de tout remettre en question sans se sentir perdu, paumé. Parce que finalement, c'est souvent l'insécurité qui fait qu'on refuse de s'interroger. C'est souvent parce qu'on ne sait pas si on s'en tirerait, si on ne se réfère pas à quelque chose qui nous dit où est le bien, où est le mal. Et c'est peut-être finalement ce à quoi j'ai pensé en vous écoutant. Allez, Modern Love continue, on écoute Dusty. Love. Nadia Dame. Et chaque semaine, une personnalité se confie à propos d'un livre, d'un film, d'un roman qui, selon lui ou elle, chante ou raconte le mieux l'amour. Ce soir, le réalisateur Alexandre Arcadi nous parle de ce livre majeur de Yasmina Khadra, Ce que le jour doit à la nuit. Une histoire qui mêle les amours d'enfance, les amours impossibles et l'amour de l'Algérie. Il l'a d'ailleurs adapté au cinéma. L'histoire d'amour qui m'a passionné, subjugué, ému, transporté. C'est une histoire écrite par l'écrivain algérien Yasmina Khadra dans son magnifique roman Ce que le jour doit à la nuit. Et il raconte l'histoire de cette jeune fille, Émilie, une Française d'Algérie, et de ce jeune garçon, Jonas, Younes, qui va tomber fou amoureux de cette fille, et elle de lui. Mais c'est un amour impossible et ils vont se chercher, ils vont essayer de se rencontrer, de se rapprocher. Malheureusement, ça n'aboutira pas parce que la vie est ainsi et ils vont devoir se séparer et de vivre pendant des années avec cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre sans pouvoir aller jusqu'au bout des choses. C'est l'histoire d'un homme dont tout le monde tombe amoureux mais qui est incapable d'aimer. C'est ce que tu penses de moi. Younes! Je me souviendrai toujours de cette nuit affreuse. Comme mon père, moi aussi je venais de traverser le miroir. Tu vas voir, tu vas être bien chez nous. احتلوا في هذا الكوستيم شباب عمرك ما تنسى منين جيت jamais. À partir de maintenant, amis pour toujours. Pour toujours. On est bon, on est jeunes, on est dans le plus beau pays du monde. Qui mieux que nous, c'est bon. Voilà, moi ça m'a intéressé parce que c'est un amour inouï qui est lié à l'histoire avec un grand H, qui est lié à l'histoire de
L'amour, le sexe, la vie, selon vous. Vous en citez plein dans le livre. Vous choisissez quoi ce soir? C'est vrai que dans le livre, il y a vraiment une playlist. J'adore Brigitte Fontaine. J'adore Prohibition. Parce que c'est vraiment provoque, c'est vraiment fort et oui, je suis vieille. Un détail. Je suis vieille et je vous emmerde, chante d'ailleurs Brigitte Fontaine dans une autre chanson. C'est pire qu'emmerde. Merci encore Catherine Grangère d'avoir participé à cette émission. J'étais très contente de vous recevoir. Je rappelle que vous avez publié Y a-t-il un âge pour jouir chez Larousse. Merci et bisous également à toute l'équipe de Modern Love, Lorraine de Fouché du quotidien Le Monde, Marie Merrier à la réalisation, Marie Mougin à la programmation, Jérémy Guillon était à la technique ce soir. Modern Love revient dimanche prochain, évidemment. D'ici là, passez une bonne semaine sur Inter et prenez soin de vous surtout.